Cette courbe a une fonction capitale dans tous les jeux auxquels vous avez joué. Son petit nom, c'est la courbe de difficulté. Pour les traumatisés du lycée, je vous rassure tout de suite, on va ni calculer son domaine de définition, ni son tableau de variation. La courbe de difficulté, c'est une notion basique de game/level design, mais elle n'en reste pas moins un élément fondamental. Elle va à elle seule déterminer une grande partie de l'expérience qu'aura le joueur en passant les différents paliers de difficulté et en traversant le jeu. La courbe de difficulté, c'est tout simplement ce qui va déterminer la difficulté d'un jeu au fur et à mesure de l'évolution du joueur, de l'évolution de son personnage, de sa compréhension et intégration des mécaniques de jeu. En gros, et pour résumer très grossièrement, plus tu joues au jeu, plus t'es meilleur au jeu, plus ton personnage devient fort et puissant. En conséquence, la difficulté du jeu doit s'adapter et augmenter de manière adéquate, afin que le joueur soit au minimum challengé au cours de son aventure, par le biais d'ennemis plus puissants ou qui requièrent une exécution plus précise, des énigmes plus poussées, en bref, plus difficiles. Mais ça, c'est la théorie. Parce qu'en pratique, même si les game designers ont une idée bien précise de comment est censée évoluer la difficulté du jeu, chaque joueur percevra cette courbe de difficulté différemment, en fonction de plusieurs facteurs, et particulièrement l'affinité qu'il possède avec le type de jeu en question. Un adepte des Souls-like n'aura probablement pas rencontré les mêmes difficultés en début de jeu que les nouveaux joueurs qui ont abordé la série avec Elden Ring, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Le gameplay, la narration, le level design, la philosophie même du jeu sont autant d'éléments à maîtriser et à comprendre à propos des jeux de From Software pour pouvoir en tirer le maximum. Autant d'éléments que les nouveaux joueurs auront du mal à prendre en main, mais que les vétérans de la série ont déjà acquis à travers les opus précédents. Ils ne percevront pas les premières épreuves du jeu de la même manière. J'ai pris comme exemple Elden Ring car je trouve cet exemple très parlant, mais c'est valable pour la plupart de jeux. Et l'une des principales difficultés lorsque l'on essaye de mettre en place cette fameuse courbe de difficulté, c'est de faire en sorte de ne pas effrayer les nouveaux joueurs avec un système trop complexe ou une difficulté trop corsée d'entrée de jeu, même si visiblement certains studios n'en ont rien à foutre. Coucou Bloodborne, dont la zone la plus difficile est littéralement la première zone du jeu. Mais il faut en même temps une difficulté croissante et cohérente pour éviter que les joueurs les plus expérimentés s'ennuient. Et le moyen le plus efficace de faire ça passe par l'implémentation de nouvelles mécaniques de gameplay uniques pour que tous les joueurs partent sur une base de connaissances plus ou moins similaires et que chacun puisse y trouver son compte. A noter que tout ce que je viens de dire ne s'applique pas uniquement à l'exemple du passage d'un opus d'un jeu à l'autre, mais également à des jeux de développeurs et de studios différents mais dont les styles convergent. Passer d'un FPS à l'autre par exemple, d'un Call of Duty à un Battlefield. On peut prendre l'exemple de Valorant qui lors de sa sortie a fait venir beaucoup de monde dans le monde du slow FPS. Des personnes qui étaient freinées jusque-là par la difficulté à prendre ces jeux en main car ils demandent une rigueur et une concentration plus grande, ou parce qu'ils n'aimaient tout simplement pas ce genre de jeu dans leur forme actuelle. Les jeux comme CSGO demandent beaucoup plus de patience que pour les phases FPS, genre auxquels les gens sont peut-être plus habitués. Il n'en reste pas moins que pendant que les newbies apprenaient que c'était pas parce qu'il y avait des spells qu'on était sur Overwatch, et que courir dans tous les sens tel une trésor sous cocaïne n'était pas la meilleure des stratégies et qu'il fallait plutôt apprendre à marcher, écouter, tenir les lignes, etc., les vétérans du style s'attardaient plus sur la nouvelle dimension stratégique qu'apportaient les capacités spéciales et uniques à chaque personnage et les nouveautés de gameplay que ces dernières apportent au jeu. Et c'est comme ça que durant les premières heures de vie du jeu, tout le monde y trouve son compte, avant d'arriver à l'inévitable conclusion que CSGO, c'est mieux que Valorant. Mais ça, c'est un autre débat. Ce gros raccourci que je viens de prendre, c'était simplement pour exposer une infime partie de tous les problèmes et toutes les variables que doivent prendre en compte les game designers au moment d'établir la courbe de difficulté, et de penser à tous les éléments à implémenter, afin que leur jeu puisse toucher le maximum de personnes. Et cette liste est loin d'être exhaustive. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais d'ailleurs, c'est quoi même le sujet? C'est quoi ma problématique? Où est-ce que je veux en venir? Non mais je pose vraiment la question parce que là je me suis perdu. Cette intro, elle était pas censée durer aussi longtemps. Ah oui. En fait, Dark Souls, c'est facile. Jouez-y. Alors évidemment, je vais pas juste vous lâcher un ouais, Dark Souls c'est easy, en vrai j'ai first try tous les boss, allez, get good. Non, on va essayer de pousser la réflexion un peu plus loin. Parce que oui, Dark Souls c'est difficile. Et je sais que je suis en train de me contredire, mais vous allez voir où je veux en venir. Donc Dark Souls, c'est difficile. Mais pourquoi c'est difficile? Qu'est-ce qui fait la difficulté de ces jeux? À quoi ça sert de faire en sorte d'avoir des jeux aussi difficiles si ça va effrayer beaucoup de nouveaux joueurs? Et non, c'est pas pour filtrer la population dans le but de créer une armée composée de l'élite des pro gamers au setup RGB plus water cooling. C'est un peu plus compliqué que ça. A noter que quand je dis Dark Souls, je devrais plutôt dire Souls-like, parce que je me réfère à tous les récents jeux de From Software, la trilogie Dark Souls, Demon Souls, Elden Ring, Bloodborne et Sekiro, et tous les jeux qui pourraient s'en inspirer. Tous ces jeux ont la réputation d'être particulièrement difficiles, mais pas tous de la même manière. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, alors accrochez-vous parce qu'on a du taf. Alors oui, je sais que Sekiro c'est pas vraiment un Souls-like, tu peux supprimer ton commentaire, j'avais besoin de ce raccourci sinon ça allait durer 30 minutes. Pour répondre à cette question, mais surtout pour comprendre pourquoi la difficulté est aujourd'hui devenue presque un argument de vente auprès des joueurs, on doit remonter un peu en arrière, au moment où les jeux vidéo étaient plus joués sur borne d'arcade plutôt qu'au chaud dans son petit salon. A l'époque, les jeux étaient durs, très durs,
D'abord, parce que c'était les premiers. Donc forcément, la prise en main pour tous les joueurs a forcément été compliquée au début. Pour le comprendre, on doit juste se rappeler de nos premiers pas dans le monde du jeu vidéo. Pour ma part, c'était sur Mario Kart sur DS, où juste le fait de comprendre comment avancer et finir la course représentait un challenge en soi. Mais surtout, la difficulté permettait de rallonger artificiellement la durée de vie du jeu. Et l'intérêt, c'était que quand on mourait dans un jeu, fallait remettre une pièce dans la machine. Et donc le schéma était assez simple. Plus tu meurs, plus tu mets d'argent, plus tu avances, plus c'est dur, plus tu meurs, plus tu mets d'argent, etc., etc. Et c'est comme ça que les jeux vidéo fonctionnaient. Surtout que dans la plupart, si t'abandonnais, c'était fini. Il n'y avait pas de sauvegarde sur bande d'arcade. Soit tu fais le jeu d'une traite, t'inscris ton nom sur le tableau des scores, soit tu reviens le lendemain pour recommencer. Bon, c'était pas non plus The Witcher 3 à compléter. Certains jeux pouvaient se terminer en 1-2 heures à tout casser. Mais le simple fait de gonfler artificiellement la difficulté du jeu en rendant le protagoniste encore plus fragile qu'un tuto sans manque d'attention avec une PPN FTHT 5 balles et les ennemis plus résistants qu'un Panzer qu'on attaquerait au lance-pierre, ça fait soudainement passer la durée de vie de ton jeu de 1 à 10 heures. À peu près au même moment, le petit Hidetaka Miyazaki dévore par palette de 10 des livres à la trame évolutive dont vous êtes le héros. Problème, ils sont en anglais. Et son niveau en anglais, il est à peu près au niveau de... Just be you. Be proud of you because you can do what we want to do. J'ai dit problème? Non. Pourquoi se faire chier à essayer de comprendre quand tu peux combler les trois avec ton imagination? Après tout, il est supposé être le héros de l'histoire qu'il est en train de lire. Ok. Maintenant, on va faire un bond dans le temps. Et le petit Miyazaki, il a grandi. Et il est comptable. Il est comptable et il joue à Ico. Et pour le coup, quand on dit qu'une œuvre peut vous changer la vie, c'est pas une blague. Parce qu'après avoir joué au chef-d'œuvre qu'est Ico, il a décidé que la comptabilité c'était sympa 2 minutes, mais qu'il avait beaucoup trop d'idées capables de révolutionner l'industrie du jeu vidéo pour les garder pour lui, et ne pas en faire profiter le monde. Et on l'en remerciera tous les jours. Alors il envoie des CV. Des CV à presque l'intégralité des studios de jeux vidéo de la région. Avec, j'imagine, pas grand chose de plus que... Frérot, je suis comptable, mais fuck it, one life, j'ai des idées de fou. Venez, on révolutionne la manière dont on fait des jeux. Et évidemment, la plupart des studios n'ont même pas daigné lui répondre. Chose qu'ils ont sûrement dû regretter plus tard vu les classiques qui plient aujourd'hui à chaque sortie. Il s'est donc fait bâcher salement par quasi la totalité du jeu vidéo game japonais. MDR, je fais des blagues. Sauf par From Software, qui accepte de lui laisser sa chance. Et après avoir passé presque tout son temps à assister les game designers sur des jeux de mecha qui pour le coup ne sont pas très connus de par chez nous, chose qui risque de changer dans pas très longtemps si l'on en croit les dernières rumeurs. Alors ouais, là c'est le moment où je dois vous dire que en fait la vidéo j'ai commencé à l'écrire avant les Game Awards, mais je l'ai fini bien après vu la date de sortie de la vidéo parce que là on est le 31 décembre. Et le montage n'est pas prêt d'être terminé. Mais voilà. On va dire que vous avez compris. Il saisit l'opportunité de ses rêves quand il entend parler d'un jeu de Dark Fantasy. Un action RPG qui va être annulé. Un certain Demon's Souls, je crois. Puisque le développement tournait en rond, il a demandé à être aux commandes du projet. Pour essayer de le sauver, ce qu'on va lui accorder. Et il est complètement aux manettes. Il peut en faire ce qu'il veut, et il va pas s'en priver. Et là, c'est le moment où je suis censé vous dire qu'il a sauvé un projet qui allait être annulé, et qu'il est devenu une légende dans le monde du jeu vidéo en partant de rien. Il a sorti un jeu incroyable aux mécaniques révolutionnaires, alors qu'il avait même pas la moitié de l'expérience de ses concurrents. Et sauf que non, pas du tout en fait. Et à la sortie, ça va être un flop. Il va pas se vendre à énormément d'exemplaires, et on est très très loin du succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais le jeu réussit à convaincre le peu de personnes qui y a joué, de par son gameplay, mais aussi de par ses difficultés. Ceux qui ont joué l'ont trouvé dur, mais ils y ont surtout trouvé un challenge. Et c'est là toute la subtilité du bijou de Miyazaki. Il est dur, mais il est juste. La plupart du temps. Mais t'as capté. Et au bout d'un certain temps, la petite communauté de personnes ayant fini le jeu commence à en parler autour d'elle. Et le bouche à oreille fait son taf. Beaucoup de nouveaux joueurs se laissent tenter par cette nouvelle licence, avant tout pour le challenge. Pour pouvoir dire, ouais, moi j'ai fini Demon's Souls. Et c'est comme ça que les ventes du jeu ont pu se redresser, que Miyazaki a gagné la confiance de From Software, puis qu'il sort sa trilogie légendaire et autres Bloodborne et Sekiro, qu'il devient le génie à l'origine des Souls-like, un nouveau genre, qui est aussi utilisé à tort et à travers à chaque fois qu'un jeu pose un minimum de difficulté.
Bon, je vous l'accorde, on a pris beaucoup de raccourcis et j'ai vraiment simplifié l'histoire. Mais le contexte est important pour la suite et pour comprendre la philosophie de ces jeux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Miyazaki n'avait rien qui le prédestinait à travailler dans le monde du jeu vidéo. Il a simplement décidé de suivre ses rêves et de développer du jeu comme lui il l'entendait, et rien à foutre de si ça marche ou pas. Les standards du jeu de l'époque, il n'en avait pas grand chose à carrer. Il était arrivé dans une industrie où les jeux tendaient à devenir de plus en plus faciles, où la notion de challenge tendait peu à peu à disparaître, au profit des progrès techniques ou des graphismes. Alors il y a évidemment rien de mal à vouloir faire un jeu plus accessible et plus grand public. Mais le problème, c'est quand ça devient la norme. Et pour citer un grand homme, à vouloir faire des jeux pour tout le monde, on fait des jeux pour personne. Et je vais faire une esquive magistrale sur le côté pour éviter le débat du mode facile dans les Souls qui est en train de me foncer dessus comme un camion lancé à 150 sur l'autoroute. On va partir du principe que vous êtes déjà convaincu que mettre un mode facile dans n'importe quel jeu de Miyazaki, que ce soit Dark Souls, Sekiro ou encore pire Elden Ring, ça serait la plus grande des aberrations car ça dénaturait l'essence même de ces jeux qui possèdent tout ce qu'il faut pour rendre l'expérience plus ou moins facile sans pour autant avoir altéré quoi que ce soit au niveau des stats du perso des ennemis. Mais on reparlera de ce coup de maître un peu plus tard. Donc, ces jeux sont durs, ça c'est acté, mais pourquoi ils sont si durs? Et surtout pourquoi c'est bien qu'ils soient si durs? Alors d'abord on va procéder par étapes et on va parler de chaque jeu séparément, car bien qu'ils possèdent presque tous le même ADN, l'expérience est loin d'être la même sur Dark Souls que sur Sekiro par exemple. Donc on va commencer par l'origine, Demon Souls et les Dark Souls, que je mets ensemble parce que c'est le même jeu quoi, à peu de choses près. Qu'est-ce qui rend ces jeux si difficiles? Eh bien la question elle est vite répondue, les ennemis tapent dur, ils tapent très dur, mais si c'était que ça irait. Chaque ennemi possède un panel de mouvements bien défini et parfois très fourbe. Sans parler des boss où on en arrive à un niveau où pour avancer dans les jeux, c'est pas celui avec les meilleurs réflexes qui s'en sortira le mieux, mais celui avec la meilleure mémoire tellement les patterns et les timings sont fourbes. Mémoriser les patterns d'un boss, apprendre comment il se déplace, comment il réagit à telle action, comment il enchaîne ses mouvements, est-ce qu'il change de comportement quand il passe sous un certain pourcentage de vie ou quand il s'éloigne trop. Ce qui compte le plus, ce sont pas les skills, c'est la patience. Et c'est en ce sens que moi, personnellement, que les Souls sont loin d'être aussi difficiles que ce qu'on voudrait faire croire. Et j'espère avoir fait suffisamment de pléonasme pour faire comprendre que mon avis n'engage que moi. Et par Souls, je vais dire Dark Souls 3. Parce que c'est le seul de la série auquel j'ai pu jouer pour l'instant. Mais bon, comme c'est le dernier volet de la saga, j'ose imaginer qu'il s'agit de l'aboutissement du travail des devs et de la vision de l'auteur, la forme ultime et finale d'un produit ayant commencé son développement avec Demon Souls, et dont l'ultime opus en conserve la substantifique moelle. J'ai toujours voulu le caser celui-là. Tout en améliorant au maximum tous les aspects que les devs ont jugés bon d'améliorer, de modifier ou de supprimer. Voilà, me tombez pas dessus dans les commentaires parce que j'ai joué Nioh 1, Nioh 2, ça arrivera un jour. Dans ces jeux, vaincre un boss, avant d'être une épreuve de talent ou de technique, c'est avant tout une épreuve d'analyse. Et c'est ensuite que vient l'exécution. La difficulté provient principalement des patterns uniques de chaque boss, des timings d'esquive et d'attaque plus ou moins courts, de votre connaissance du boss, mais surtout de la difficulté que vous souhaitez vous imposer. Et c'est là que je trouve que mettre un mode facile serait d'une stupidité sans nom. Vous voulez finir le boss le plus vite possible, vous allez profiter de chaque frame d'ouverture que ce dernier vous laisse, avec un timing parfait qui vous demandera une connaissance totale et infaillible des mouvements de l'ennemi. Vous préférez prendre vos distances avec le boss lors de ses attaques les plus rapides, quitte à renoncer à lui gratter quelques points de vie pour n'attaquer que lorsque vous êtes sûr de vous et que la fenêtre pour le faire est la plus grande, quitte à doubler la durée du combat. C'est une stratégie tout aussi louable que la première. Vous trouvez le boss trop difficile peut-être, ou trop loin à tuer. Vous pouvez assigner un élément à votre arme, auquel votre adversaire est sensible pour faire fondre sa barre de vie. Trop peur d'approcher d'un boss avec des mouvements ambigus que vous n'arrivez pas à lire? Utilisez la magie, considérée par beaucoup comme le véritable mode facile du jeu. Il y a une centaine de façons d'y arriver, qui, contrairement à ce que certains disent, ne dénaturent en rien l'expérience et la philosophie du jeu. Et s'il y a une centaine de façons d'y arriver dans Dark Souls, il y en a un millier dans Elden Ring. En plus de tout ce que je viens de citer, et sans parler du fait que la magie est 3 fois plus forte, mais aussi 100 fois plus stylée à utiliser, on a le nouveau menu de craft qui vous permet de créer tous les items dont vous pouvez avoir besoin au cours de votre aventure dans l'Entreterre. De nouvelles potions, dont vous pouvez changer les effets au besoin, et dont certaines peuvent s'avérer très utiles, comme remonter l'entièreté de votre barre de vie par exemple, augmenter votre résistance à un fléau en particulier, ou encore, et c'est mon préféré, tanker presque n'importe quel coup sans prendre de dégâts. Et si ça suffit pas, vous pouvez collectionner des esprits comme des putains de Pokémon, pour pouvoir les invoquer au besoin, pour qu'ils prennent l'aggro et tankent les dégâts pour vous pendant que vous mettez sa race au boss. Si c'est pas beau ça. Et tout ce paquet d'outils évolue au fur et à mesure du jeu, en fonction de la courbe de difficulté dont on a parlé plus tôt. Plus l'épreuve est ardue, plus vous avez d'outils pour la surmonter. Les joueurs les plus hardcore qui recherchent l'expérience la plus difficile
ne passeront pas une seule seconde à farmer l'XP ou chercher les items les plus forts. Ils vont se lancer en calbut armés d'un gourdin pour seul équipement pour se fracasser le crâne pendant 40 heures contre des demi-dieux. Jusqu'à avoir mémorisé les patterns du boss, les timings d'esquive, ses hitbox, sa frame data, ses allergies alimentaires, l'heure à laquelle il sort du taf, l'endroit où il carre sa caisse. Et complètement de l'autre côté du spectre, les gens qui font un max de recherche sur le boss, choisissent l'arme la plus optimisée par rapport aux sensibilités de l'adversaire, vont farmer pendant des heures jusqu'à avoir le double de niveau du boss avant d'aller l'affronter en invoquant alliés et esprit pendant le combat. Et la beauté des jeux From Software, ou plutôt Elden Ring et les Souls, c'est le fait de pouvoir personnaliser son expérience, mais surtout sa difficulté, en fonction de ses envies, de jouer avec la courbe de difficulté comme bon vous semble. Je me rappellerai toujours de ce moment après avoir battu Malenia, après être resté sur le fight pendant une putain de semaine entière, et entendre mon pote me dire « Ah ouais, elle était trop dure, j'ai dû recommencer 5 fois. » 5 fois 5 tries. Comment ça, 5 tries? Comment ça, mon ref? Bah oui, parce que comme moi je suis arrivé niveau 110 au fight avec ma bite et mon couteau devant elle, lui il a fait demi-tour. Il est parti farm, XP, améliorer ses armes, puis il est revenu quand il était niveau 240, bordel normal que tu le one-shot frérot. Combien? Et même si ça me tue de l'admettre, sa manière de jouer fait tout autant partie de la philosophie des Souls que la mienne. La difficulté elle est malléable en fonction de vos désirs de sang et de sueur. Chacun construit sa propre courbe de difficulté, jusqu'à arriver au fameux test Made in From Software. Vous savez, ce fameux moment où les devs décident que maintenant pour avancer, vous devez avoir bien compris comment fonctionnait le jeu. Cette fameuse épreuve qui détermine si vous êtes digne d'avancer ou pas, si vous devez encore bosser quelques trucs avant de pouvoir continuer. Ce test, c'est Genichiro dans Sekiro, c'est les Abyss Watchers dans Dark Souls 3, ou encore l'ascension vers le plateau d'Altus dans Elden Ring. À ce moment-là, peu importe votre choix de build ou de stratégie, ça va pas être simple. Et c'est comme ça que les devs s'assurent que vous n'accédez pas trop tôt à la suite pour vous retrouver plus tard avec une difficulté démesurée ou des épreuves qui n'évoluent pas en adéquation avec le challenge qu'ils avaient prévu à la base. Parce que, au risque de soulever une controverse, les jeux ne sont pas faits pour être finis en no hit run excellent. C'est en ce sens que, selon moi, Dark Souls et Elden Ring, et surtout Elden Ring, sont des jeux faciles. Enfin, faciles, on se comprend. Ça c'est pour le titre putaclic. Sont effectivement des jeux difficiles qui vous demanderont un certain investissement. Et ils représenteront un challenge à partir du moment où vous en recherchez un. Et vous vous mettez les barrières qui vous semblent pertinentes. Et ça peut très bien être aucune barrière du tout si c'est votre première expérience. La réputation des jeux ne doit pas être un frein. Avec l'engouement et la popularité qu'a suscité Elden Ring, étant une excellente porte d'entrée au monde des Souls-like, j'ose espérer que beaucoup en auront profité pour découvrir le reste du catalogue du studio, et d'autres jeux du style, ou auront au moins pris le goût du challenge et de la difficulté, du dépassement de soi. Ce n'est pas le cas de tous les jeux From Software, car il y a des fois où ils se disent qu'ils veulent bien nous laisser faire ce qu'on veut, mais il y a d'autres fois où t'as l'impression qu'ils sont en mode « Vous êtes bien mignons avec vos strats pétés qui rendent folle notre équipe d'équilibrage, mais one-shot les boss avec des bulles de fumée et ça va 2 minutes. » Parce que quand on peut modifier la difficulté dans les limites prévues, ou pas par les devs, c'est sympa. Mais quand on se retrouve au katana, au corps à corps, sans shield ni magie, c'est tout de suite une autre histoire. Bien que Sekiro soit plus difficile en termes de gameplay dans un sens, car certains builds de Dark Souls sont tout aussi durs que de jouer à Sekiro, il n'en reste pas moins que certains éléments de gameplay sont là pour vous rendre la vie un peu plus facile. Et j'en veux pour preuve le Saint Grappin, qui permet, dans 90% des cas, boss exclu évidemment, de vous sortir de n'importe quel mauvais pas d'une simple touche. Vous pouvez échapper à n'importe quel groupe d'ennemis et perdre l'aggro. Et vous pouvez même vous servir de cette technique contre certains groupes d'ennemis entourant un mini-boss. Si vous avez, 2 bonnes heures devant vous, vous pouvez tout simplement tuer chaque ennemi d'un coup bien placé, puis remonter sur les toits, et répéter l'opération jusqu'à ce que seul le boss soit encore debout. Et lui infliger aussi un coup critique avant d'entamer le combat dans les conditions les plus saines. Malgré le fait que le gameplay soit plus exigeant, et surtout beaucoup plus uniforme, ne vous laissant pas d'autre choix que le corps à corps, je trouve que la mécanique de furtivité facilite grandement l'exploration. Et contrairement à Dark Souls, il m'arrivait que très rarement de mourir en des combats de boss. Et ce simple changement a fait que le jeu me paraissait bien plus facile que Dark Souls. Parce que mourir contre un boss, c'est normal, t'es censé être préparé. Et une fois que t'as trouvé où était le boss de la zone, tu traces frérot, du feu jusqu'à l'arène. Mais le moment où t'explores les zones pouvait parfois être un vrai calvaire. C'est en ce sens que je trouve que le jeu est beaucoup plus, plus gentil que le reste des Souls. Mais cet avis n'engage évidemment que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis en commentaire, je suis curieux de savoir si, comme moi, cette mécanique a changé votre approche de l'exploration, ou si au contraire j'étais le seul connard à profiter de l'intelligence artificielle pas si intelligente.
Et tant que vous y êtes, vous pouvez en profiter pour liker, vous abonner, merci et cœur sur vous. On a certes un élément qui nous facilite grandement la vie. Mais la difficulté du jeu réside dans son gameplay. Même si la mécanique de contre, de pari et de jauge de posture sont des notions assez faciles à assimiler, il faudra en revanche beaucoup de temps avant de parfaitement la dominer. Car chaque type d'ennemi possède ses propres patterns d'attaque et ses timings. Sans parler des boss, dont certains combats s'apparentent presque à l'apprentissage d'une partition de musique, où on doit placer chaque pari sur le temps qui lui correspond. Le gameplay est donc très exigeant. Même si certains argumentent qu'en vrai, si tu spammes la touche de pari avant une attaque, t'as de grandes chances de pouvoir placer ton contre. Alors oui, mais ta gueule. Il arrive aussi que, pour passer un boss de la manière la plus adéquate possible, vous devez utiliser des outils de prothèse. Comme par exemple le lance-flamme sur les bêtes ou la lance sur le singe sans tête. Alors on peut techniquement gagner le combat sans les utiliser, mais pour certains boss, ça devient un véritable défi. Je reprends l'exemple du singe sans tête, mais sérieusement, le faire sans les pétards pour interrompre certains de ses coups et pouvoir l'attaquer librement, ou utiliser la lance dans la deuxième phase du combat pour lui infliger de gros dégâts de posture, c'est extrêmement difficile. On est incité à utiliser ces outils. Et en vrai, c'est pas un problème de nous encourager à utiliser des outils de prothèse. Ça diversifie le gameplay, ça nous montre une autre manière de jouer, d'autant que certains sont vraiment stylés à utiliser. Le problème, c'est les ressources qui partent à chaque utilisation. Et quand tu te retrouves face à un boss très dur, que tu tryhards pendant des heures, et qu'à la fin tu te retrouves sans emblème spirituel, tu rage quit. Parce que oui, tu pourrais aller en farmer. Mais Sekiro, c'est pas un jeu qui te pousse à farmer. Contrairement à d'autres jeux, c'est pas censé faire partie de l'expérience de jeu initiale. J'ai rage quit mon premier playthrough justement à cause de ça. Rester sur un boss pendant des heures à apprendre comment le battre, ça me dérange absolument pas. Parce que je sais que je vais finir par le battre. Que ça prenne 1 heure ou 1 semaine, je vais finir par l'avoir. Mais devoir arrêter entre guillemets ma partie pour aller farmer et revenir après, tout en sachant. Je suis passé, c'est chache. Tout en sachant que j'allais très probablement repartir farmer plus tard, ouais non, flemme. Et c'est au niveau du singe gardien que je m'étais arrêté. Pendant 2 ans, j'ai pas touché au jeu. Mais la sensation de m'être fait battre par un jeu, j'avais pas kiffé. Au fond de moi, j'avais toujours l'envie de relancer et de retenter l'expérience. De me prouver que je m'étais pas laissé abattre. Et en vrai, dites-moi ce que vous en pensez, mais d'après ce que je lis, c'est un peu le schéma classique de l'entrée des newbies dans la série. On rentre, que ce soit pour le challenge, la direction artistique ou le gameplay, on se fait tabasser sévère, beaucoup abandonnent, mais la plupart finissent par revenir, pour en finir avec ce sentiment d'avoir laissé les choses inachevées, de s'être laissé abattre. Et c'est à ce moment-là qu'on tombe amoureux du style. Une fois revenu plus déterminé que jamais, et après avoir appris de mes erreurs, je me souviens que pendant mon 2e essai, qui était le bon, avant chaque boss où je savais que j'allais devoir utiliser 2 outils de prothèse, je faisais une sauvegarde locale sur la play, que je rechargeais quand il me restait presque plus rien, pour ne pas avoir à farmer. Ça c'était vraiment la partie chiante du jeu, mais la courbe d'apprentissage me semblait géniale. J'ai rarement pris autant de plaisir à venir à bout d'un jeu. Chaque nouvelle mécanique est intelligemment ajoutée au gameplay, chaque boss doit être battu d'une manière différente, en abusant de ses points faibles qu'on doit découvrir au fur et à mesure du combat et des essais. Une vraie expérience de shinobi quoi. Un autre aspect sur lequel je trouvais le jeu plus facile que Dark Souls, c'était sur l'XP et les niveaux. Dans Sekiro c'est simple, t'augmentes tes HP avec des items à trouver sur la map, et l'XP te sert à débloquer des compétences. Le seul truc sur lequel tu dois te concentrer, c'est de bien timer tes contres. Alors je conçois que les mordus de Theorycraft ne trouveront pas leur bonheur dans ce jeu. Mais franchement, dans ta première run de Dark Souls, tu m'expliques comment je suis censé savoir quoi monter comme stat ? La chance bordel, ça sert à quoi ? Et pourquoi il y a des lettres devant les stats de mes armes ? Putain, c'est quoi ces chiffres ? Une fois que t'as compris, ça devient plus simple à appréhender, c'est vrai. Mais sans avoir rien lu au préalable, c'est un jouet bordel. Et c'est ce qui m'avait un peu rebuté quand j'avais commencé à jouer à Dark Souls 3. Ici c'est simple, t'as une épée et tu te démerdes. Pas de stats, pas de scaling des armes. Tout ce dont t'as besoin frérot, c'est de skill. Et c'est sur cet aspect que j'imagine que Sekiro a dû en effrayer certains. Ou simplement déplaire. Le jeu a beau avoir été développé par From Software, il est très différent de ses cousins. À part la difficulté, il n'y a rien à voir niveau expérience. Et forcément, ça plaira pas à tout le monde. Les jeux n'ont quasiment rien à voir. Jusqu'à arriver au putain de démon de la haine. Boss optionnel et boss le plus difficile du jeu. Et je veux aucun putain de débat là-dessus. Il porte bien son nom cet enfoiré. Ishin est dur, certes, mais Ishin, c'est le meilleur boss du jeu. Son combat c'est le point d'orgue de l'aventure. Après avoir passé une 50aine d'heures à te perfectionner, t'arrives sur un boss qui pardonne pas, et qui te demandera d'être quasi parfait sur tes timings. Aucune hésitation n'est permise pendant le fight. Mais le fight il est bon. Il en devient carrément jouissif une fois que les patterns sont maîtrisés. Le vaincre, c'est la preuve de la maîtrise totale sur le gameplay. Et après on n'a qu'une seule envie, c'est de relancer un New Game Plus. C'est de loin l'un de mes boss préférés tous jeux vidéo confondus. Mais ce démon de merde lui,
il arrive juste avant Ishin. Il est optionnel. Et généralement, boss optionnel rime souvent avec difficulté extrême chez From Software. Le problème de ce boss, c'est pas la difficulté, c'est le gameplay du combat. Après avoir passé tout le jeu à mémoriser des timings d'attaque et à placer des contres, là ça sert à rien. Si tu tentes de parer une attaque, tu te prends des dégâts. Tu dois sauter, tu dois esquiver, tu dois tout faire sauf du Sekiro. Ce boss, tu le bats à la jauge de vie, pas à la posture. En gros, t'es en train de jouer à Dark Souls, mais dans Sekiro. Et en vrai, si t'as déjà des expériences passées sur des Souls-like, j'imagine que ça passe, mais moi, Sekiro, c'était mon premier Souls-like. Heureusement que c'est le boss avec le lore le plus intéressant pour attraper le coup. Je vous renvoie d'ailleurs à ma première vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais il reste un aspect qu'on n'a pas encore vu, qui fait la réputation des jeux From Software. Et pour le coup, c'est un aspect commun à tout leur récent titre. Et c'est la narration. Pour suivre l'histoire, putain, bon courage. J'ai fait Dark Souls 3 quasi en entier et j'ai aucune putain d'idée de quoi parler le jeu. De ce que je devais faire, de si j'étais gentil ou méchant, et de pourquoi je me fais absorber par un putain de tableau. Alors, c'est bien pensé, parce que les personnes qui viennent juste pour le challenge et qui ont rien à foutre de l'histoire, ils sont pas inondés de cinématiques à rallonge et de dialogues interminables. Certes. Mais ceux qui disent que l'histoire et le lore n'est accessible qu'à ceux qui veulent en savoir plus, c'est faux. Faut être un putain d'archéologue, avoir un bac +8 en théologie pour arriver à comprendre toute l'histoire du jeu. Et pour le coup, ça fait écho à l'enfance de Miyazaki, qui comblait à l'aide de son imagination ce qu'il n'arrivait pas à comprendre dans les histoires qu'il lisait. Franchement, c'est assez bien retranscrit. Et ça a le mérite de rendre les théories très intéressantes. Parce que pour le coup, il n'y aura jamais de confirmation de la part du studio sur laquelle est vraie et laquelle est fausse. Ça rend certes très compliqué la recherche d'informations, mais ça fait vivre la communauté hors du jeu. Ça crée des débats presque interminables sur de longs forums et serveurs Discord, et ça finit même par intéresser les gens en dehors du jeu. Et un jeu qui arrive à faire ça, pour moi, ça en fait inévitablement un classique intemporel du jeu vidéo. Putain, c'est enfin fini. Genre, j'y crois pas. Je vais pas vous faire la liste de tous les problèmes par lesquels je suis passé pour sortir cette vidéo, mais juste, elle était censée sortir il y a genre un mois. Et l'écriture, elle avait commencé en septembre, bordel. Ça fait long. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Parce que 30 minutes de vidéo, surtout pour quelqu'un que personne connaît comme moi, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker, ça aussi ça fait plaisir, on va pas se mentir. Pour la suite, ça va arriver. À un moment, ça va arriver. Genre, c'est pas la dernière vidéo de la chaîne, loin de là. Par contre, ça marque un petit tournant dans la ligne directrice, parce qu'au début, je comptais me focaliser que sur le lore. Puis, je me suis rendu compte que c'était pas tellement ce que je voulais faire. Après un an, oui, ça fait un an, même moi, j'y crois pas. Je me suis rendu compte qu'il y avait plus de sujets que je voulais traiter, mais d'une manière un peu différente. Donc voilà. J'espère que ça va vous plaire. Restez connectés et à très vite. Promis, je mets pas 6 mois avant de sortir la prochaine vidéo.